Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de merchandising. Mhm. Tu as parlé de la découverte produit, effectivement, comme quoi c'est hyper important. On dit souvent on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Donc, je pense que ça, on a bien compris que c'était important d'arriver sur le site et que assez rapidement, on se rende compte que le parcours est pertinent et qu'il arrive à un petit peu anticiper aussi là où on veut aller sur le site. Est-ce que parfois vous arrivez à faire découvrir des produits à des utilisateurs qui ne cherchaient même pas en fait à la base? Ouais. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Bien entendu. C'est sûr que si on leur montre toujours les produits qu'ils ont vus ou avec lesquels ils ont eu beaucoup d'intérêt, ça perd un petit peu de on va dire, de son intérêt. Donc, du coup, les recommandations produits, c'est plutôt pas mal pour ce genre de use case, pour faire découvrir des nouveaux produits. Elles permettent notamment de proposer à chaque utilisateur, selon des algorithmes, des produits qu'ils n'ont pas encore vus, mais qui sont similaires à leur intérêt. Par exemple, si moi je suis intéressée par des t-shirts à motifs fleuris, je reprends mon motif fleuri. Moi, j'aime bien les fleurs, mais j'en ai aujourd'hui. Si je suis intéressée par ça, j'ai toujours pas converti, a priori. On va pouvoir me montrer des produits similaires, donc potentiellement des hauts à motifs fleuris, mais que je n'ai pas encore vus. Donc là, on va favoriser ma découverte. Et ça, on peut vraiment les intégrer à différentes étapes du parcours, cette découverte produit. Ça peut être sur les pages d'accueil, la page produit, la page panier, ou même dans les emails. On parlait des emails. Par exemple, ça peut créer des opportunités dans un email de panier abandonné. J'ai mis dans mon panier un produit en particulier, j'ai pas converti. Il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai pu ne pas convertir, on va dire. Quand je reçois mon email de relance de panier abandonné, l'email simple, ça va être qu'on me récap mon panier, qu'on me propose de retourner sur le site pour finaliser ma conversion. Mais il y a peut-être des raisons pour lesquelles j'ai pas acheté. Ouais. Donc là, si en plus on m'ajoute un bloc de recommandations produits au sein de cet email, donc un bloc de recommandations qui va pouvoir me montrer des produits alternatifs à celui que j'ai mis en panier, là, ça devient super intelligent parce que derrière, ça va favoriser le retour sur site avec, je te propose un autre éventail qui peut t'intéresser. Donc, il y a ça, mais il y a aussi d'autres logiques d'inspiration un peu plus globales, un peu plus génériques. On parlait des best-sellers, c'en est une. Les shops de look sur les pages produits, bien entendu. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui marche bien pour faire découvrir d'autres produits. Je suis en train de regarder... un jean, on m'inspire, on me montre le haut qui va bien avec, la ceinture, pour que je puisse acheter le look. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne qui fonctionne plutôt bien. Et un autre élément, je pense, qui est intéressant de mentionner là-dessus, c'est le contenu généré par les utilisateurs, notamment que tu connais bien du coup, notamment côté visuel. Donc c'est tous ces visuels qui mettent en scène le produit par des vraies personnes et qui peuvent être parfois et bien souvent plus engageants, plus inspirants pour les utilisateurs, les visiteurs qui voient le produit mis en situation. Et dans ces cas-là, ça permet aussi on va dire, d'inspirer et de faire découvrir des nouveaux produits d'une façon vraiment très naturelle et parfois même guidée jusqu'à l'achat. Ouais, super. Et vous faites de l'A/B test aussi, j'imagine, du coup. Absolument. Ce qui est hyper important, et on en parlera peut-être plus tard, mais bien entendu, il faut toujours tester. J'enfonce pas de porte ouverte quand je dis ça, mais en gros, nos stores intègrent, et c'est pour ça que nous, on l'intègre dans notre plateforme directement. C'est la possibilité de tester tous les éléments du site, mais aussi de tester les campagnes. Ouais. Les stratégies de personnalisation versus une autre stratégie de personnalisation pour pouvoir toujours optimiser dans cette logique-là, mais aussi de personnaliser de tester une expérience personnalisée versus une expérience qui n'est pas personnalisée. Comme ça, on voit réellement quel est l'uplift de ce que j'ai mis en place. Ouais, clairement. Est-ce que je montre un bloc de recommandations personnalisées ou est-ce que je monte un best-seller ? Qu'est-ce qui me ramène le plus de conversion ? Pareil sur ma recherche. Est-ce que je personnalise ma recherche ? On parlait de Casio tout à l'heure qui a, dans ses pages catégories, mis en avant les produits à fort taux de clic en haut de la page catégorie.
est-ce que ça m'a amené derrière un uplift en termes de revenus versus quand on fait rien. Ça, c'est intéressant de le savoir. Ouais, tu peux faire des tests d'incrémentalité. Oui. Ok, super. Et si on regarde un petit peu la fiche produit en tant que telle, ce serait quoi, d'après toi, les meilleurs éléments un petit peu à personnaliser sans trop en faire non plus pour que ça reste quand même assez lisible et straight to the point, si je peux dire. Les pages produits, c'est vraiment des pages qui sont clés parce que c'est un type de page qui concentre énormément de trafic. Donc, il faut avoir des stratégies sur ces pages-là. Encore une fois, ces stratégies, elles sont pas forcément très visibles, mais par contre, elles peuvent avoir un impact énorme si elles fonctionnent bien par rapport au trafic que ces pages représentent. Donc, d'abord, côté produit, c'est très simple. On peut ajouter des blocs de recommandations personnalisées, comme on l'a dit, les shops de look, ça c'est hyper efficace. Ça permet de proposer un look complet à partir du produit qui est consulté. On peut aussi, au-delà de la recommandation produit et de la découverte produit, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais c'est la personnalisation de contenu. On est aussi capable d'afficher des éléments de contenu qui soient différents en fonction des visiteurs. Donc typiquement, sur une page produit, on peut avoir un petit ribbon, comme le fait Asos, une petite bannière à côté sur la description produit, où on va montrer un message pour les nouveaux visiteurs. Donc, par exemple, les nouveaux visiteurs qui arrivent sur site, on va leur montrer qu'ils bénéficient de moins 10% pour toute première commande. Mais ça, c'est un message qu'on n'a pas envie de montrer à quelqu'un qui a déjà acheté chez nous parce que globalement, ça va générer quoi ? De la frustration. Ouais, c'est clair. Donc, c'est là où c'est intéressant. On se dit, non, à ces personnes-là, par exemple, et puis c'est un sujet que tu connais bien, peut-être que là, pour le coup, je vais montrer le programme, quelque chose qui est lié au programme feed. Ouais. Donc, peut-être une personne qui a l'habitude de commander chez nous, à la place des moins 10%, je vais lui rappeler le nombre de points qu'il a actuellement ou le nombre de points, par exemple, manquants pour débloquer un autre palier de récompense. Et c'est là où des intégrations peuvent être intéressantes, notamment avec des outils de fidélisation. Et voilà, personnalisation de contenu aussi, très pertinent sur les pages produits. Et puis après, il y a la source d'entrée. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais un cas d'usage qui a beaucoup intéressé beaucoup de nos clients, c'est tous les visiteurs qui arrivent sur une fiche produit depuis, par exemple, Google Shopping. On est capable de les identifier, ces visiteurs-là, de les mettre dans un segment et de leur proposer une expérience qui soit différente. Ouais. C'est des visiteurs pour lesquels on paye un certain coût, donc on a envie absolument d'éviter le rebond. Il faut qu'ils restent absolument sur notre site, et il faut qu'on les convertisse. Donc, ça veut dire qu'on a un clic. Enfin, ils arrivent, on a une page pour gérer ça. Ouais. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est j'arrive sur un produit. Le produit, manque de chance, il n'est pas disponible en ma taille. Out of stock, dans ma taille. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut proposer des produits alternatifs, donc des produits qui sont similaires au produit qui est actuellement consulté. Donc, ça peut être similaire en termes de style, en termes de plein de choses, en termes de prix aussi. Mais là, on va placer le bloc vraiment plus proche du produit, en amont, en haut de la page, pour s'assurer que ce soit visible. On a quelques secondes pour convaincre et pour éviter que le visiteur clique sur la flèche précédente pour suivre sa navigation et sa recherche sur Google, mais plutôt qu'il poursuive sa navigation sur notre site. Et derrière, qu'on puisse s'assurer, pareil, de la profitabilité de nos campagnes et la maîtrise de notre acquisition. Ok. Et là, tu soulèves un point quand même qui est assez important, sur lequel on est peut-être passé un peu vite. Au niveau de la structure, justement, du catalogue, en fait, pour s'assurer qu'il est structuré de la bonne façon, de façon à pouvoir le personnaliser encore plus, la façon dont on l'affiche. Est-ce que tu as des bonnes pratiques sur cette structure de la donnée Ouais. Tout à fait. C'est un point qui est hyper important parce qu'un bon merchandising, en tous les cas, ça va commencer par une excellente connaissance du catalogue produit. Donc pour ça, déjà, la première chose à faire, c'est de remonter un maximum d'infos à l'outil qu'on utilise, donc par exemple à Nosto. Quand je dis un maximum d'infos, ça va être tout ce qui est les catégories, les tailles, les couleurs, les prix, mais pas seulement. On peut y avoir des attributs personnalisés. Mais on peut aussi, par exemple, imaginer envoyer la marge. Parce que quand on envoie la marge, derrière, on peut avoir des stratégies de merchandising ultra poussées, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il faut utiliser un outil qui, comme Nosto, va analyser en fait
toutes ces informations, mais surtout comment les produits ils interagissent entre eux. Donc voir que le produit A est souvent acheté avec le produit B, que quand les visiteurs ils consultent le produit C, ils ont plutôt tendance à acheter le produit D, etc. Donc ça crée ce qu'on appelle un product graph, donc un système de scoring entre les produits, et qui derrière va permettre d'avoir une fine compréhension du catalogue, associé à la fine compréhension aussi de l'utilisateur et de ses affinités. C'est là où en fait on peut ensuite avoir un merchandising ultra performant. C'est vraiment très très intéressant, tout ça. Ça me donne aussi pas mal d'idées. Et on parle aussi beaucoup de cross-sell, d'upsell. C'est un petit peu aussi le Graal sur le premier achat. T'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que les coûts d'acquisition maintenant sont tellement élevés qu'il faut vraiment essayer de rentabiliser le plus possible les clients chèrement acquis. Donc le cross-sell, upsell, ça s'inscrit parfaitement dans cette stratégie-là. C'est quoi un peu tes bonnes pratiques, toi, concernant ces deux sujets? Oui, alors le cross-sell, c'est sûr que c'est très efficace, notamment sur les pages paniers. Moi, typiquement, sur la page panier, je viens d'acheter une paire de chaussures, on va me recommander le produit d'entretien qui va avec. C'est fluide, c'est utile. Spoiler, c'est du savon avec de l'eau. Vous en avez aussi chez vous. Mais bref. Mais vous en avez quand même besoin. Vous en avez besoin. Donc, en tous les cas, c'est attendu. C'est presque attendu. Je veux dire, c'est comme quand on va en magasin physique, c'est attendu. On va proposer la petite vente additionnelle en fin de parcours. Donc on réplique ça en fait simplement en ligne, c'est fluide, c'est attendu, c'est intégré, donc ça vient pas du tout perturber le parcours, simplement ça nous permet d'augmenter les paniers moyens. Donc ça, c'est un peu le b.a.-ba. Pareil pour les shops de look, la vente complémentaire sur les pages produits dont on a déjà parlé, c'est un peu aussi le b.a.-ba, mais c'est une vraie aide à l'achat, c'est-à-dire que c'est le b.a.-ba, mais si on l'a pas, on se coupe d'une vraie aide à l'achat pour le visiteur. Mais ce qui est bien souvent sous-exploité, c'est ce qu'on appelle le post-purchase upsell. Donc c'est-à-dire l'upsell juste après l'achat. C'est une offre en fait qu'on va pouvoir faire juste après la page de confirmation de commande et avant la page de remerciement globalement. Et ça sur Shopify principalement. D'accord, ok. Et là, on peut être hyper créatif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, je viens de valider ma commande, on va pouvoir me montrer un produit avec lequel j'ai montré beaucoup d'intérêt pendant ma navigation, mais que je n'ai pas commandé. Et on va me mettre, par exemple, moins 5% pendant 10 minutes. Si j'achète dans les 10 minutes, j'ai moins 5% sur ce produit qui m'a fait de l'œil, mais que je n'ai pas acheté. Hyper efficace. Autre cas d'usage, par exemple, ça va plutôt être, on va dire, dans le secteur des produits consommables, donc dans la beauté, par exemple. J'ai acheté une crème, je viens de finaliser ma commande, on peut me proposer juste après un lot de 2 crèmes pour moins 15%. Et ça, c'est hyper efficace. Pareil, c'est hyper utile. Ça donne un côté exclusif. Côté utilisateur, ça donne un peu un côté exclusif. Tiens, on propose une offre rien qu'à moi pendant 10 minutes. Et surtout, c'est hyper user-friendly parce que j'ai pas besoin de rentrer à nouveau mes coordonnées bancaires. C'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai commandé, je suis dans un état d'esprit, on va dire, d'achat. Le plus dur est fait. J'ai sorti ma carte, j'ai payé. Dopamine. Exactement. Mais j'ai sorti ma carte, j'ai commencé à acheter. Le plus dur, il est fait. Là, j'ai juste à cliquer sur un bouton. J'ai pas à re-rentrer mes coordonnées bancaires et je peux ajouter une offre auquel j'aurais pas eu accès autrement qu'en commandant. Donc ça, hyper efficace pour booster le panier moyen des marques, le post-purchase. Ouais, c'est vraiment super puissant. Je me suis déjà fait avoir une ou deux fois. Ça joue beaucoup sur le FOMO aussi, quoi. Si tu fermes la page, c'est fini, quoi. Donc, exactement. Ça, c'est assez puissant.